Alors, l'enfance de Parker est l'histoire d'un majordome qui quitte la région prospère du Hampshire, qui quitte la maison dans laquelle il travaille pour remplir une mission. Et cette mission qui lui est confiée par la famille Bliss chez laquelle il travaille consiste à aller ramener à la maison la fugueuse Virginia, la Benjamin de la famille, qui est une archéologue qui s'est perdue dans le nord, quelque part en Écosse. Il y a au centre Monsieur Parker, le majordome, le narrateur. Monsieur Parker est peut-être le plus difficile à cerner parce qu'il est à la fois ancré dans les normes sociales du monde qu'il sert, hein, qui n'est pas le sien, mais qui est le monde qu'il sert et qui lui permet finalement d'installer sa stature sociale. Et à la fois, quand il est confronté à ce périple hein, qui le fait voyager vers le Grand Nord, il a il bouscule pas mal de ses croyances et il tangue entre le monde moderne que lui tend cette nouvelle expérience et le monde traditionnel dans lequel il vit depuis quelques années dans cette maison qu'il sert. Autour de Monsieur Parker, il y a Frizzy, donc l'ami de pensionnat de, de Virginia avec laquelle il fait le périple dans le bolide pour aller récupérer Virginia. Il y a Virginia, qui est donc l'archéologue qui s'est perdue dans le Grand Nord, qui a une alimentation très sélective. Il y a la tante Lucie, qui est extrêmement touchante, hein, qui est celle de laquelle il se sent plus proche dans ce microcosme, avec laquelle il passe pas mal de temps finalement dans son boudoir, ce qui en intrigue plus d'un. Tante Lucie, c'est une femme qui n'a pas toujours un raisonnement d'une logique imparable et qui épingle ses souvenirs, qui est une femme assez mélancolique et qui épingle ses souvenirs dans son boudoir. Autour de cette sphère, on va dire d'un premier niveau, hein, de personnages principaux, il y a toute une galaxie de personnages, dont Monsieur Bliss, qui représente l'ordre, hein, qui est le frère aîné de Virginia, qui est le responsable de la scierie familiale. Il y a sa femme, Madame Bliss. Il y a tout le personnel de la maison. Il y a le jardinier John. Il y a Betty, qui a un tempérament un peu mystique et qui voit avec beaucoup de lucidité finalement ce qui s'échappe de la famille et ce qui s'échappe des normes traditionnelles sans pour autant le dire, mais simplement à partir de ces gestes et de ces visions, on sent qu'il y a une transformation qui est en cours. Il y a la petite Sophie qui n'est pas du tout à négliger, qui apparaît au début du récit et à la fin du récit, et qui est l'enfant qui a ce regard à la fois cruel et à la fois naïf, et qui prend les choses en main. Étonnamment, la petite Sophie est celle qui prend les choses en main quand ça ne va pas et qui résout ça à sa manière. Donc c'est à découvrir dans le roman. Euh, c'est un enfant qui surprend à la fois par sa maturité et sa naïveté. Et finalement, on se pose la question de savoir est-ce que la maturité, la naïveté et l'enfance ne sont pas étroitement liées à travers elle. Donc c'est vraiment un personnage secondaire, mais qui ne l'est pas tant que ça. Alors le titre, je l'ai choisi parce que l'histoire de Parker, enfin l'enfance de Parker, est racontée par Monsieur Parker, qui lui-même a un traumatisme d'enfance, qui ne cherche d'ailleurs pas forcément à explorer, dans une vie la plus pratique possible. Finalement, Monsieur Parker, c'est quelqu'un qui se pose la question de savoir quel est l'espace habitable adéquat pour vivre dans la communauté qui l'entoure. Ensuite, même si évidemment quand on écrit, on a beaucoup lu, il me semble que pour se construire une langue qui nous est propre, cela requiert des compétences d'enfant. C'est-à-dire que quand on est enfant, on a une appréhension du monde à travers notre imagination. On a une très grande acuité sensorielle. On a une capacité à tâtonner avec les mains pour découvrir le monde. On a un odorat qui est extrêmement aiguisé. Tout ça, me semble-t-il, apparaît de façon assez miraculeuse d'ailleurs dans le processus d'écriture quand on est sur une table d'écriture. Ensuite, si on observe les trois personnages, Fritzy, Virginia et Monsieur Parker. Fritzy a un rapport avec l'art qui est plutôt mimétique.
elle aime ce que tout le monde aime finalement. Euh, Virginia, elle, regarde vers sa racine la plus archaïque, à la manière d'un quignard. Et Monsieur Parker, lui, est dans le geste répété tous les jours. Tous les jours, il répète son geste et il l'approfondit. Et finalement, Monsieur Parker ne revendique absolument pas le titre d'artiste, et pourtant, il a une démarche artistique. Et si on regarde ces trois rapports à l'art, on les a quand on est enfant. Hein, aussi bien le mimétisme, aussi bien nos racines archaïques qui apparaissent par une force miraculeuse ou alors simplement parce que ce geste nous est transmis d'une façon ou d'une autre. Et puis, on est dans la répétition du geste tous les jours approfondi. Donc, l'enfance, finalement, ce mot enfance euh, a une signification suffisamment globale pour représenter les thèmes qui traversent le texte. Alors, j'ai donné effectivement la parole au majordome. Je pense qu'inconsciemment, j'avais besoin de m'inscrire contre le moi de l'auteur, le jeu de l'auteur, qui peine à nous offrir un récit de portée universelle. Je constate très souvent dans mes récits, je donne la parole au personnage le plus éloigné de moi. Euh, et j'ai pu constater d'ailleurs à travers cette narration portée par le majordome que le thème de l'incertitude est un thème qui m'occupe. On est quand même baigné d'informations qui entretiennent une incertitude et une anxiété qui est inhérente à cette incertitude. On a vécu 2 années d'incertitude. Et donc pour revenir à ce jeu de l'auteur qui est excentré, c'est vrai que j'ai une croyance infinie en, en la puissance de l'imagination. C'est-à-dire que je pense que l'imagination se travaille tous les jours et qu'elle permet de forcer des portes. Donc évidemment, si je peux excentrer, ben, je le fais. Donc je vais, par exemple, je suis incapable de vous parler au moment où je suis dans une ville de cette ville. Je ne peux en parler qu'avec du recul. J'ai écrit une fois un texte sur la vallée du Pô en Italie où je n'ai absolument jamais été, mais juste vu des photos et les gens qui sont allés m'ont trouvé que mon texte donnait l'impression que j'y étais déjà allée. Donc ça prouve que finalement d'être dans un endroit ne permet pas forcément d'en faire une description qui révèle l'endroit. C'est ça que ça dit en fait. La citation de Léa Tokarczuk qui dit que le moi humain s'hypertrophie, que dans le passé il était davantage soumis au collectif, elle est effectivement primordiale et elle court tout le long du texte. Ce texte finalement parle des liens et des espaces de liberté que chaque personne définit dans une société qui est en pleine mutation. Ce moi humain qui s'hypertrophie et qui n'est pas soumis au collectif, il est lié finalement à la notion de liberté. Le monde capitaliste nous a enseigné que la liberté est une notion de jouissance individuelle. Et on en voit les conséquences. Si moi je suis suffisamment libre pour me servir toujours dans la même assiette, pour ne pas me soucier de ce que je laisse aux autres, sachant qu'en plus la notion de liberté est évidemment liée à la notion d'indépendance financière, et on n'a jamais vécu dans une société aussi inégalitaire, évidemment ça pose problème. On le voit tous les jours dans les réseaux sociaux, et ce qui est étonnant, c'est de constater que la parole qui est donnée dans les réseaux sociaux et par nos institutions, puisque nous avons le droit de vote, elle est utilisée différemment. C'est-à-dire que dans les réseaux, tout le monde donne son avis, parfois de façon très intéressante et parfois pas. Et le jour où il faut voter, où personne n'a donné le jugement de valeur finalement, puisque les institutions ont ainsi défini des normes démocratiques qui donnent la parole à tout le monde, les gens, pas en majorité, mais enfin, une grande partie de la population ne va pas voter. Cela prouve que la notion de liberté qui nous a été, dont on hérite, qui nous a été, qui a été arrachée par nos parents et grands-parents, est à revoir. Elle n'est plus adaptée à notre mode de vie actuel. Alors, mon travail de critique est intrinsèquement lié à mon travail d'écriture, évidemment. Tout ça n'est pas nouveau, ça a toujours existé. Ça me permet d'étendre mon exploration esthétique.
le fait de prendre un carnet, de prendre un stylo plume et de page par page, de regarder attentivement ce qui me plaît dans un texte, même si évidemment je n'arrive jamais à cerner toutes les zones d'ombre, même si et de toute façon, je ne cherche pas hein, absolument à tout disséquer. Il faut garder une poésie, il faut garder une certaine innocence de regard et ne pas tout saccager avec des raisonnements du matin au soir. Mais euh, j'aime relever dans un texte quels sont les thèmes qui me parlent, j'aime relever quels sont les traits esthétiques qui me parlent. Évidemment, une fois que tout ça est inscrit dans le carnet est refermé, il est posé sur un bout de table, mais quand j'ouvre à nouveau l'autre carnet qui me permet d'écrire mes propres textes à partir d'une page blanche, ça se déverse. Je le vois quand je prends du recul hein, sur des textes anciens, il y a des correspondances auxquelles je n'avais pas pensé, il y a effectivement des échos, les textes se parlent les uns aux autres. En réalité, autour du texte principal qui s'écrit, il y a une multitude de textes autour, de quelques pages, de 3, 4, 5, 6 pages, qui nourrissent ce texte. Alors c'est aussi bien des critiques, euh, j'écris aussi des critiques des livres que je n'aime pas. Hein. Je ne publie pas tout, mais les livres que je n'aime pas, j'écris pourquoi je ne les aime pas. Ça me permet au moins de cerner quelles sont les voies que je n'ai pas envie de prendre. Et donc cette multitude de textes, parmi lesquels il y a des critiques, il y a des poèmes, il y a des chroniques, il y a des récits de voyage, et il y a des thèmes qui se dégagent. Les textes se nourrissent, les textes se parlent, pas forcément consciemment, mais il y a une correspondance qui s'installe et quand on prend du recul, effectivement, on les voit, ces correspondances. C'est ça qui est intéressant.